Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal, dont voici tout de suite les sommaires. Investi nouvellement dans ces journaux, vous suivrez quelques défis que doit relever le gouvernement souminois dans les secteurs de la santé et de la justice. Le monde entier célèbre chaque le 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants, une occasion cruciale pour sensibiliser et mobiliser les efforts contre cette pratique. Triste nouvelle dans ces journaux, Blanche Tounassi, servante des dieux et femme du pasteur Marcelo Tounassi, a rendu l'âme ce mercredi en Turquie. Bienvenue si vous nous rejoignez à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les comités de gestion et l'intersyndicale de la société Onatra SA, venus lui faire part de préoccupations liées au fonctionnement de cette entreprise. Regardez. Longtemps considéré comme le fleuron de l'économie congolaise, l'Office national de transport ONATRA connaît depuis plusieurs décennies plusieurs dysfonctionnements. C'est dans les soucis de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et de syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes et des solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'ONATRA par rapport au contrat entre la RDC et MEC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MEC. C'est un contrat que l'intersyndical, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté, l'ONATRA du point de vue recettes, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois.
Les députés nationaux ont approuvé le mercredi 12 juin 2024 à l'Assemblée nationale avec une écrasante majorité les programmes 2024-2028 du gouvernement souminois sur un total de 405 députés qui ont participé au vote. 397 ont voté pour ces programmes d'action et 8 se sont abstenus. Isaac Bopima. La nuit aura été longue pour les députés nationaux, mais aussi pour les téléspectateurs qui suivaient en direct la session plénière du mardi 11 juin, au cours de laquelle les élus de la Chambre basse du Parlement ont approuvé avec une majorité écrasante le programme du gouvernement souminois. Lors de sa prise de parole, la première ministre Judith Souminois a non seulement présenté les membres de l'exécutif national, mais aussi son programme dont l'emploi est placé au cœur de l'action de son gouvernement. S'en est suivi d'un débat qui a permis aux élus nationaux d'exprimer leurs observations. Du côté de l'opposition, Christian Mwando a critiqué la tête du gouvernement qu'il qualifie d'éléphantesque. Honorable Président, d'entrée de jeu, je voudrais faire mes remarques sur la forme de ce gouvernement, car dit-on en droit, la forme précède le fond. Dans sa forme, ce gouvernement est inutilement éléphantesque, battant en brèche toutes les promesses de réduction du train de vie de l'État. Avec ses 50 membres nommés de manière cavalière, sans équité entre les espaces géographiques et constitués de manière déloyale envers vos propres alliés de la majorité. La première ministre n'a pas sollicité 24 voire 48 heures pour venir répondre aux diverses préoccupations exprimées par les députés nationaux. 30 minutes ont suffi à Judith Souminois pour regrouper les préoccupations des élus du peuple manifestées à travers les différentes questions. Le vote d'approbation est intervenu vers 2 heures du matin de ce mercredi 12 juin. Article 1er est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux. Le programme du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois Toulouka. Article 2 est investi le gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois Toulouka. Le gouvernement souminois devra relever plusieurs défis dans les secteurs judiciaires, dont son programme d'action prévoit notamment de garantir l'accès aux droits et à la justice pour tous. Parmi ces défis, la concentration excessive de magistrats à Kinshasa au détriment de certaines provinces. Isaac Bopima revient. La justice, l'un des secteurs qui présente plusieurs défis à relever par le gouvernement souminois nouvellement investi, car son programme d'action prévoit notamment de garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous, tout en améliorant la performance de l'administration de la justice. Ainsi donc, pour atteindre ces objectifs, la Première ministre prévoit le déploiement des magistrats récemment recrutés et formés, ainsi que la poursuite de leur formation continue. Mais l'un des problèmes majeurs que le gouvernement souminois entend résoudre est la concentration excessive des magistrats à Kinshasa. Actuellement, plus de 50% des magistrats sont concentrés dans la capitale, selon la chef du gouvernement. Le programme prévoit de déconcentrer les effectifs des magistrats pour une meilleure distribution de la justice sur tout le territoire national. D'après le programme d'action prioritaire 2018-2022, l'effectif de magistrats en République démocratique du Congo était de 3028 unités et 371 magistrats militaires, soit 4,3 magistrats pour 100 000 habitants. Pour une population de plus de 80 millions répartis sur les 26 provinces, ce nombre est jugé insuffisant. Plusieurs magistrats refusent de travailler à l'intérieur du pays, préférant rester dans les grandes agglomérations, surtout à Kinshasa, où l'on compte plus de 300 magistrats. Signalons par ailleurs qu'avec le passage de 11 à 26 provinces en 2015, le nombre de cours d'appel a plus que doublé, augmentant ainsi la nécessité de répartir les magistrats de manière plus équilibrée. Le budget alloué à l'appareil judiciaire était de 1,52% en 2023 contre 1,79% l'année précédente, selon le baromètre Tala Tala des Bouteli.
Autre défi à relever par ces gouvernements, c'est aussi dans les secteurs de la santé publique et prévoyance sociale où le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a devant lui 10 défis majeurs qu'il est appelé à relever. Le ministre de la Santé nous donne ces défis. Suivez. Ah oui, il y a beaucoup d'actions à mener. D'abord, je remercie le chef de l'État qui m'a fait confiance à nouveau pour que je continue dans ce ministère. Je remercie la Première ministre qui m'a aussi fait sa confiance. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, il y a l'extension même de la couverture santé universelle, notamment le volet de la gratuité de la maternité qui va être étendu complètement. Mais il y a aussi, actuellement, on va passer très rapidement au paquet de base qu'on va élargir aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires et surtout aux retraités. Comme vous avez compris, le président de la République a décidé de me confier aussi la prévoyance sociale. C'est justement pour que les prestations sociales puissent être très rapidement élargies à nos populations qui en ont vraiment besoin. Mais il y a aussi le grand défi effectivement de la construction des états de tous les hôpitaux, de tous les centres de santé, mais aussi la dotation de nos centres en équipement capables de permettre le bon diagnostic. Nous avons un autre grand défi, celui d'avoir des bons médicaments, parce que malheureusement notre population est confrontée à des très mauvais médicaments. Et le plus grand défi, c'est de baisser les coûts des soins dans notre pays. Il n'est pas normal que dans notre pays, on puisse demander 2 000, 4 000, 7 000, 10 000 $ à quelqu'un comme frais avant de commencer à le soigner. Donc ça, ce sont des grands défis auxquels on va s'attaquer très rapidement. Dans le même chapitre, les réactions fusent de partout après la présentation de ces programmes. L'opposition critique ces programmes d'action de 93 milliards de dollars américains promis par la première ministre Judith Suminwa, joint au téléphone par la rédaction. Maître Geno Lompepe du FCC pense que dans sa globalité, rien de spécial est sorti dans ces programmes, car selon lui, il nous faut un gouvernement responsable capable de trouver des solutions aux problèmes de Congolais. On l'écoute. Au niveau du Fonds commun pour le Congo, les programmes de Madame la Première ministre, Madame Soumina Toulouka Judith, je pense que non, dans sa globalité, il n'y a rien de spécial. Étant donné que non, ces chapitres de tension, nous avons déjà entendu dans ce pays, et surtout que non, dans le gouvernement précédent, qu'elle vient de succéder, M. Jean-Michel, il avait fait ce genre de déclaration devant encore les élus de l'Union sacrée. Malheureusement, dans la pratique, dans la réalisation, ça posait énormément de problèmes. Parce qu'il faudrait rappeler au peuple congolais que non, je crois aux élections de 2018, M. Tshisekedi Tshilombo, lui, comme garant des institutions, il avait promis le peuple congolais de faire beaucoup de choses, mais tout au long de son premier quinquennat, il a réalisé quoi? On vous parle de la question sur les 6 axes que lui, il a énumérés lors de l'investiture au niveau du stade de Martyr. Moi, je pense que nous prenons les secteurs comme secteur d'emploi. Dans notre pays, aujourd'hui, l'emploi pose un problème. On vous dit que non, dans une année, son gouvernement va créer au moins 1 million d'emplois. Chers amis, vous pensez que non, dans un pays sérieux comme le nôtre, là où il y a la tracasserie administrative, là où il n'y a pas un climat favorable pour faciliter les investisseurs dans notre pays, vous pensez que non, dans une année, dans 12 mois, vous allez créer 1 million d'emplois. Par quel miracle? Tout ce qui se passe dans notre pays, il faut un gouvernement responsable et capable de booster et de porter des solutions. Mais si vous êtes limité seulement dans les discours, dans les promesses, comme M. Tshisekedi Tshilombo, eh bien, je pense que non, c'est le peuple qui sera le perdant. Prenons à présent ces messages de félicitations du FPI au nouveau ministre de l'Industrie. Excellence, au nom du conseil d'administration de l'ensemble du personnel du FPI et au mien propre, nous adressons nos très sincères félicitations pour votre nomination par le président de la République à la tête du ministère de l'Industrie. Le FPI est convaincu que vous mettrez un accent sur la transformation, la création de chaînes de valeur et de la réduction des importations afin de redynamiser notre économie et réaliser les 6 engagements du président de la République. Le FPI vous rassure de sa disponibilité et de son accompagnement sans faille dans l'exercice de vos fonctions. Que le Seigneur vous protège et guide votre action à la tête du ministère pour le bien-être du peuple congolais.
On évolue dans ce journal. La journée mondiale contre le travail des enfants célébrée chaque le 12 juin constitue une occasion cruciale pour sensibiliser et mobiliser les efforts contre le travail des enfants, une pratique qui entrave encore le développement et le bien-être de millions d'enfants à travers le monde entier. Roger Matadi. La journée mondiale contre le travail des enfants met en lumière le litho de ce gène tout en appelant à des actions concrètes pour éradiquer ces fléaux. Le travail des enfants demeure une problématique prégnante à l'échelle globale. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 160 millions d'enfants sont engagés dans le travail des enfants, ce qui représente presque 10% de la population enfantine mondiale. Ces chiffres soulignent l'ampleur d'un problème qui ne connaît pas des frontières, affectant à la fois les pays développés et le pays en développement. Les impacts du travail des enfants sur les jeunes sont catastrophiques et multiplient. Physiquement, ils sont souvent soumis à des travaux pénibles qui peuvent entraîner de blessures graves. Psychologiquement, le fardeau du travail à un jeune âge peut causer des séquelles émotionnelles et mentales durables. Socialement, ces enfants sont privés d'une enfance normale avec peu de temps pour jouer ou étudier, ce qui limite leur développement personnel et leurs perspectives d'avenir. De nombreux pays ont adopté des lois strictes interdisant le travail des enfants et ont renforcé le mécanisme des contrôles et des sanctions pour les contrevenants. Par exemple, des programmes de transfert monétaire conditionnels en Amérique latine ont montré des résultats prometteurs en augmentant la fréquentation scolaire et en réduisant le travail des enfants. Notons que la journée mondiale contre le travail des enfants du 12 juin 2024 rappelle que chaque enfant a les droits à une enfance sûre, éducative et enrichissante. Tant que des enfants seront privés de ces droits fondamentaux, il restera encore beaucoup à faire. Il est de notre devoir collectif d'éveiller à ce que l'avenir des enfants autour du globe soit protégé et plein de promesses, et non marqué par l'exploitation. Et en Afrique du Sud, en recueillant 40,18% de voix aux élections générales, le Congrès national africain a perdu sa majorité absolue. Il est arrivé en 3e position avec 49 sièges. Le parti de Jacob Zuma conteste ces résultats et a déposé les documents juridiques demandant de suspendre la première séance du Parlement prévue pour ce vendredi, afin d'élire le président du pays. La bataille politique post-électorale continue de secouer l'Afrique du Sud. Le parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma conteste les résultats des élections nationales. Le Umkhonto Wesizwe, dit MK, a demandé mardi à la Cour constitutionnelle de suspendre la première séance parlementaire, dénonçant des irrégularités électorales. Le clan de Zuma, qui a récolté 14% des voix aux élections, n'a cependant pas avancé publiquement de preuves pour appuyer ces allégations. Rappelons que ces contestations surviennent alors que le Congrès national africain, ayant perdu sa majorité parlementaire pour la première fois en 3 décennies, cherche à former un gouvernement d'unité nationale. Alors que la Cour constitutionnelle est maintenant saisie de l'affaire, les enjeux sont élevés pour le pays. L'issue de ces contestations pourrait affecter le choix du prochain président sud-africain. Un communiqué nécrologique dans ce journal, l'Église de la Compassion informe l'Église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Mama Blanche Tounassi, épouse de pasteur Marcelo Tounassi, survenu ce matin. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Que l'âme de la servante de l'Éternel repose en paix. Ce journal est terminé, mais avant tout, le rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal quelques défis que doit relever le gouvernement souminois dans les secteurs de la justice et de la santé. Le monde entier célèbre chaque le 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants, une occasion cruciale pour sensibiliser et mobiliser les efforts contre cette pratique. Triste nouvelle dans ces journaux, Blanche Tounassi, servante de Dieu et femme du pasteur Marcelo Tounassi, a rendu l'âme ce mercredi en Turquie.
Ce journal est complètement terminé. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.